Vas-y. Bonjour Rav. Shalom les Koulam, bonjour à tous nos auditeurs. Alors, pour la question du jour, on aimerait savoir comment doit être l'apparence d'une maison juive qu'on a achetée, qu'on a louée. Voilà. Bon, Rojem, c'est une question que j'ai entendue, qu'on a posée à notre maître, le Rav Shmuel Eliyahu, le fils du Rav. Et on lui a posé comment doit être l'apparence d'une maison juive. On sait que l'apparence, elle influence beaucoup sur la neshama. L'extérieur influence sur la neshama. Lorsqu'on a une maison qui paraît juif, qui parle juif, et on va expliquer ce que ça veut dire qui parle juif, alors on va dire que ça influence sur la neshama. Tout d'abord, il faut savoir dans une maison, il y a beaucoup d'halakha, il y a beaucoup d'halakhot à respecter. Certains sont de la Torah, certains sont des Rabbanan, et certains sont des Minagim. Par exemple, de la Torah, j'en ai noté, je vais lire avec vous. De la Torah, par exemple, il y a une mitzvah de faire un ma'aké. Comment dire ma'aké? Ma'aké. Dans le balcon. Oui, dans le balcon, lorsqu'on met un protège, une protection. Ouais, une protection pour que les enfants ne tombent pas. Par exemple, quelqu'un qui a une villa ou quelqu'un qui a une mirpeset, alors il doit mettre un ma'aké, une protection en fer d'une mesure de 1 mètre au moins, à Sarat Fahim, pour que la personne, Chas Shalom, ne tombe pas. Et ça, c'est une mitzvah de la Torah. Maintenant, pas seulement dans la mirpeset, ou bien dans un balcon, ou bien dans un toit d'une maison, on doit avoir une ma'aké, mais tout endroit qu'une personne croit qu'il est dangereux, d'y marcher. Par exemple, quand on descend des escaliers, quelqu'un qui a 2 étages, par exemple, pour descendre du 2e étage au 1er étage ou de monter, il faut qu'il s'attrape à une rempart. Il doit s'attacher à le nom français, désolé. Voilà, il doit une rempart pour qu'il ne tombe pas. Ou bien parfois dans la maison, il y a des trous, il y a des travaux, il y a des trous qu'on laisse, qu'on peut glisser, etc. Ça, point 1. Alors, deuxièmement, notre maison, elle doit être protégée de tout nezakim, de tout dommage qui peut y avoir. C'est pas une fois qu'il y a le dommage, on aurait dû penser à ça, etc. Ou bien une autre sorte de dommage qu'il peut avoir lorsque l'accès aux fenêtres il est facile. Par exemple, et l'enfant peut se pencher là-bas, etc. Donc ça aussi, il faut faire attention. C'est là, on doit construire nos maisons, on doit acheter des maisons qui sont une protection, qui se protègent la maison, qui ne la mettent pas en danger, qui protègent les habitants de la maison et qui ne la mettent pas en danger. Ça, c'est le premier point. Bien entendu, ça doit être élargi, mais c'est le premier point qui est important. Un deuxième point que Bil'am Aracha a fait attention, que les maisons des Juifs ne doivent pas être une fenêtre devant la fenêtre du voisin ou une porte devant la porte du voisin, pour pas qu'on sache ce qui se passe dans la maison. Quand les maisons sont proches l'un d'une autre, quand il y a des bâtiments l'un à côté de l'autre, même des villottes, etc. Alors, si les fenêtres sont l'un par rapport à l'autre, un devant l'autre, alors on peut voir ce qui se passe de l'autre côté. Maintenant, dans une maison, on veut se mettre à l'aise, on se déshabille, on se rhabille, etc. Et il y a une intimité qui est entre le couple. Il y a des fois des réglages d'éducation qu'ils doivent faire avec les enfants, donc, etc. Les voisins ne doivent pas savoir ce qui se passe dans la maison, certainement pas ce qui est intime dans une maison. Et Bil'am Aracha, il a vu cette qualité qu'avait Israël, il a dit Matovo Alecha Yaakov, qu'est-ce qu'elles sont belles tes tantes Yaakov, qu'il avait vu que les portes et les fenêtres ne sont pas l'une face l'autre. Ça aussi c'est important. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Le lit. Maintenant, le lit vous savez, le lit du couple, il doit être dans une certaine direction. Alors, toutes les directions sont bonnes. Je la fais courte, parce qu'il y a une grande discussion entre les Pashtanim et les Mekoubalim, etc. Mais je la fais courte que toutes les positions sont bonnes, sauf la position où les pieds seront en direction de l'est, et la tête sera en direction de l'ouest. Mais si les pieds sont à l'ouest, ou sont au sud, ou sont au nord, il n'y a pas de problème. Mais le lit
ne doit pas être disposé dans le fait que les pieds soient à l'est, où se trouve la Shekhinah, à l'est, et ma tête soit à l'ouest. Toutes les autres positions sont bonnes. Ça aussi, c'est une halakha qui est marquée dans le Shulchan Aruch. Bien entendu, une autre mitzvah de la Torah, il est marqué dans la Torah, Uchtavtam al mezot betecha ou bisharecha. Ça veut dire que tu dois écrire, tu dois poser des mezuzot. Maintenant, la mezouza, on peut parler toute une étude sur la mezouza qui est cachère et etc. Donc, la règle elle est comme ça. On achète une mezouza, rien que dans un endroit, qu'on connaît la personne qui les a écrits, qui craint Dieu, que le magasin qu'on achète, il est très sérieux, elle a passé des bdikot, etc. C'est-à-dire, il faut faire un travail, il faut s'y connaître. C'est bien de demander à un rab ou un tamid chacham où j'achète les mezuzot, pour des séfarades, une écriture séfarade, pour des ashkénazes, une écriture ashkénaze, comme ça le Rav Mordechai Eliyahu, notre maître m'avait dit un jour, chacun selon sa coutume, etc. Mais c'est très important que les mezuzot soient kesherot, mises dans toutes les chambres, pas seulement à l'entrée, mais dans toutes les chambres, disposées à la hauteur qu'il faut, etc. Maintenant, il y a une petite erreur qui se fait dans la pose des mezuzot. On attend souvent l'inauguration de la maison, ce qu'on appelle Chanukah Habayit, et la lecture du Zohar et tout ce qu'on lit là-bas, pour poser les mezuzot. Il n'y a aucun rapport. Les mezuzot doivent être posés le premier jour qu'on dort dans la maison, sans avoir un rapport avec l'inauguration de la maison. L'inauguration de la maison, toute la cérémonie d'inauguration de la maison, c'est un minag. C'est un minag. La pose des mezuzot, c'est de la Torah. Alors tout d'abord, je mets les mezuzot, et après, quand je ferai l'inauguration, je la ferai. C'est vrai qu'il y a qui sont pointilleux à faire l'inauguration de la maison le jour où ils mettent les mezuzot. C'est le mieux. Bon, mais si ça ne se fait pas comme ça, on commence par la pose des mezuzot. Ça aussi, je conseille qu'un tamid chacham explique la position qu'il faut, etc. Les toilettes. Bon, les toilettes, ça... les toilettes, j'ai entendu du Rav Shmuel, les toilettes doivent être pas proches de l'endroit où on mange. Doivent être profond dans la maison. C'est pour plusieurs raisons que vous comprenez, etc. Donc les toilettes sont éloignées. Maintenant, je conseille aussi qu'à la sortie des toilettes, il y ait un keli, un petit lavabo, que chacun se fasse un petit lavabo avec un keli qu'on fasse netilat yadayim. Pour ceux qui font netilat yadayim dans les toilettes, ils rentrent dans une discussion ilchatit. Surtout que si à l'intérieur de cette pièce-là, il y a des toilettes, il n'y a pas seulement un endroit où on se lave, mais aussi des toilettes, c'est un problème bichla de faire netilat yadayim. Et même quand il n'y a pas de toilettes, on ne pourra pas faire la bracha. Il y a qui permettront de faire netilat yadayim, mais on ne pourra pas faire la bracha. Alors le mieux, pourquoi rentrer dans des machloket? Notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu, il a pris la chita du Ben Ishraï à la Vachalon. Et toujours il disait, on ne rentre pas dans la machloket. Si on peut être acquitté de tous les avis, on est acquitté de tous les avis. Alors de ce fait-là, qu'est-ce qu'on fait pour être acquitté de tous les avis? À la sortie des toilettes, quand même, on crée un petit lavabo avec un keli. Souvent, c'est préférable qu'on fasse netilat yadayim dans la cuisine, et là-bas, on se lave les mains, il y a des ustensiles dans les lavabos, c'est pas toujours propre, etc. Ça, c'est un conseil que nous donnons. Okay? Une autre chose qui est importante pour une autre chose qui est importante pour comment on a dit, le look de la maison, l'apparence de la maison, c'est qu'il y ait une bibliothèque. Maintenant, des fois que tu rentres dans une maison, tu vois une bibliothèque, tu te crois chez les Gaulois. Okay? Alors, une bibliothèque où il y a des livres de la Révolution française, où il y a des livres de philosophie allemande, et Nietzsche, et je ne sais pas quoi, toutes sortes de livres, etc., mathématiques, et sciences, etc. Et où est la bibliothèque? Où sont nos livres? Où est la Torah, qui est l'essentiel de notre vie? Tout ça, c'est secondaire, l'essentiel, c'est là. Alors, c'est bien quand les enfants s'assoient dans le salon et qu'ils voient une bibliothèque de Torah, ou bien dans la chambre du papa, il y a une chambre spéciale où il y a une bibliothèque de Torah, etc. Vadek, ça influence
la neshama, de rien que de voir des livres de Torah qui sont toujours à disposition d'être pris et d'être étudiés, Vadaï, c'est aussi une grande chose. Une autre chose pour l'apparence une autre chose pour l'apparence de la maison, c'est, vous savez, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch que dans la maison d'un juif, qui est un petit Beth Amikdash, la maison d'un juif doit être un petit Beth Amikdash, on est en train de le créer, tout ce petit Beth Amikdash, c'est qu'il y ait un endroit sans chaud, sans couleur, sans peinture, de 50 mètres, de 50 cm sur 50 cm, en souvenir de Jérusalem. Un endroit qui n'a pas été peint. Là aussi, il y a des halakhot à savoir en ce qui concerne cet endroit-là. Vite, c'est un souvenir qu'on se souvient que malgré que nous, on est dans une maison à l'aise, etc., mais Jérusalem, qui est la principale maison d'un juif, n'est pas encore reconstruit. Et en faisant cet endroit vide de peinture et de chaux, on voit le ciment, on peut même gratter pour voir le ciment, je répète, de 50 cm sur 50 cm, devant la porte de la maison, dès qu'on rentre dans la maison, on la voit, ça nous rappelle toujours le souvenir des Yerushalayim, qu'il est la source de toute notre réussite et de tous nos souvenirs. Une autre chose, et il y a d'autres choses que certainement je vais oublier, mais une autre chose qu'il est bien d'avoir dans une maison, c'est des photos des tzadikim. Des photos des tzadikim. Des grands tzadikim, c'est bien, voilà, derrière moi il y a une photo du Rav Mordechai Eliyahu, on peut avoir une photo du Rav Ovadia Yosef, du Rabbi Chabad, de Rabbi Nachman, Rabbi Nachman du Baal Shem Tov, je ne sais pas si on a une photo de Rabbi Nachman, mais du Baal Shem Tov, etc. On est inspiré. Et je connais une personne qui m'a dit, chaque fois que j'ai une tombée, quand j'ai une tombée, je vois l'image du Rabbi. Et ça me donne des forces. Une autre personne m'a dit, j'ai fait tchouva en voyant la photo du Ben Ishraï. Ça m'a inspiré. Ça m'a donné envie d'être comme lui. Rien que dans sa photo, Miprinat vayu et necharot et morecha. Le Navi nous dit que tes yeux doivent voir tes maîtres. Alors, bien entendu, une maison qui veut être une maison de Klal Israël, de l'Assemblée d'Israël, il aura des photos de tous les maîtres d'Israël, sans faire de distinction. Mais même si on a rien que d'un mètre, etc., ou 2 mètres, ou 3 mètres, c'est aussi bien aussi, ça inspire à se rapprocher vers la Torah, à inspirer d'être comme eux. On voit le tzaddik, comme le Rav Mordechai Eliyahu, un jour je lui dis, mais Rav, quand je ne te vois pas physiquement, comment je ne peux pas m'approcher de toi, être proche de toi? Alors il m'a dit, il y a le téléphone. Il dit, encore une idée, encore un conseil. Je lui dis, eh bien, pense à moi. Comme ça, il m'avait dit, c'est bien de penser au tzaddik. Ah, il va dire, pense au tzaddik. Il m'a pas dit ça, il était humble, le Rav. Mais il dit, pense à moi et peut-être ça te rapprochera. J'ai dit quelques conseils. Comment doit paraître une maison juive? Une maison juive n'est pas comme une maison d'un non-juif, des goïms. Okay? La maison des goïms, il la décore comme il veut. Généralement, dans une maison de goïms, on la décore avec une approche de ce monde-là. On l'a amasé. Okay? On voit Marilyn Monroe sur un pont, en train de s'asseoir avec des chats. Ici, là-bas, il y a ce chanteur. Ici, là-bas, il y a je ne sais pas quoi. Il y a toutes sortes de choses qui inspirent à ce monde-là. Nous aussi, on est en ce monde-là. Mais notre maison doit inspirer, doit parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit parler, nous transmettre un message que je suis une maison où résident des Juifs qui veulent s'élever vers la Torah et les mitzvot. C'est les petits conseils. Il y a certainement d'autres conseils, mais c'est la voie, le chemin à suivre. Bon, maintenant, pour continuer notre sujet sur la Géoula, de nous parler un petit peu des secrets de la Géoula. Voilà. Alors, Baruch Hashem, tu as des questions difficiles aujourd'hui, Jonathan, malgré que tes yeux sont un petit peu rouges et donc je vois que tu es un petit peu fatigué. Okay? Alors, mais tu as des questions, belle paradoxe. Heureusement qu'on les prépare ensemble. J'en ai encore. Alors, c'est vrai que dernièrement, vous avez vu dans nos cours, on a parlé dans nos petites interventions, qu'on a cette intervention qui s'appelle une idée, une halakha. Voilà, on a dit la halakha, maintenant on va dire l'idée. On a parlé de la Géoula. Si vous vous rappelez, quelles sont les causes? Qu'est-ce que sont les causes qui vont rapprocher la Géoula
Et on a parlé, une des causes qui vont rapprocher, une des raisons qui vont rapprocher la Géoula, c'est l'unité. L'unité du Ham Israël, et pas seulement du Ham Israël, mais aussi des Rabbanim. Alors je vais parler de ça un petit peu. Tout d'abord, on voit de la Torah parce que tout commence par la Torah. Celui qui veut s'inspirer à dire des idées, quelqu'un qui veut parler devant un public, qui veut se parler à lui-même, à sa famille, il voit la paracha, il voit la Torah. Notre Torah, c'est une Torah de vie, et il va s'inspirer, et de cela, il peut construire toutes les idées au monde. Dans cette Torah, peuvent sortir toutes les idées au monde. Maintenant, on va dans les parachutes qu'on est en train de vivre en ce moment, Bezrat Hashem, on voit qu'il y a des séparations et on évite quelques associations. J'explique. On voit que Sarah Imenu, elle est à Shalom, elle ne peut pas avoir d'enfant, donc elle prend une servante qui s'appelle Agar. Elle la donne à Abraham Avinu. De là naît Ishmaël. Maintenant, Ishmaël dérange l'évolution spirituelle, on va dire, même morale, comme le précise Rashi là-bas, de Yitzhak. C'est une mauvaise association, Ishmaël. Maintenant, quand on renvoie Ishmaël avec le tampon de Dieu qui dit à Abraham Avinu, tout ce que va te dire Sarah, tu l'écoutes. Si elle te dit de renvoyer Ishmaël, tu dois l'envoyer. Effectivement, on renvoie Ishmaël. Malgré qu'Abraham Avinu, c'est dur pour lui. Mais même si sentimentalement, on est des gens d'amour et on veut rapprocher l'humanité, etc., si ça va contre les valeurs et ça peut toucher les valeurs qui nous lient à Dieu et à la Torah, on se sépare. Dieu intervient et dit, tout ce que te dit Sarah, tu l'écoutes. Elle te dit de te séparer d'Ishmaël parce que son influence, elle est mauvaise. Un autre exemple. Né de Yitzhak et de Rivka, 2 enfants. Jonathan, c'est lesquels? Les enfants de Yitzhak et Rivka. Yaakov et Esav. Qu'est-ce qu'on fait, Jonathan? On sépare. Cette association. Esav, Yaakov, c'est un chemin. Esav, c'est un autre chemin. Et même la Torah nous dit, la semaine prochaine, on va voir dans Parashat et le Toldot, qu'ils se séparent déjà de leur ventre. Ils sont changeants de leur ventre. Et on n'a pas peur de mettre de côté Esav. Et même qu'après, dans Parashat Vayishlach, ils se retrouvent, Yaakov et Esav, mais on dit que Yaakov dit, je ne suis pas intéressé de ton association, etc. Il y a des associations qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, ça n'empêche pas d'aimer l'humanité. Ça n'empêche pas de prier pour l'humanité. Regardez ce qu'on dit tous les jours. Un juif, quand il prie la Hamida de Shemona Esrei, Vesaba et haolam kulo mituvach. Vesaba et haolam kulo mituvach. Rassasie le monde. Donne à manger aux Chinois, aux Africains, à tout le monde. On pense à tout le monde. On prie pour tout le monde. Depuis le Beth Amikdash et avant même, on priait pour tout le monde. Ça, il faut prier pour tout le monde. Ça, il faut avoir pitié de tout le monde. Quand c'est marqué, mais entre avoir pitié et prier pour tout le monde et être en association et être un seul peuple, ça non. Et la Torah nous dit, tu es un peuple spécial qui doit par des influences qui peuvent toucher ton essence, ton identité. Et malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse carrée, jamais j'ai compris la différence entre carré et ronde, mais enfin carré disons, que pourquoi on s'oppose à ce gouvernement-là, qu'il essaye ce gouvernement-là de déraciner le judaïsme, et une des manières de déraciner le judaïsme, en faisant des approches des peuples, en donnant aux minorités qui se trouvent en Israël, l'islam, les arabes ou d'autres, les mêmes droits que l'un vive dans l'autre et qu'on soit un seul peuple. Et qu'est-ce qui se passe en fin de compte? On sait ce qui s'est passé pendant des milliers d'années. L'assimilation a fini le peuple Israël. Et là, le Ham Israël doit rester dans son identité. Égal à elle-même. Être Ham Segula, des Goy Kadosh, un peuple de Kohanim, et une royauté de prêtres et un peuple de Kohanim, etc. Et de là, on pourra influencer les autres.
Mais pas tous ensemble, hein. On peut être chas v'shalom et influencer, etc. et être dominé chas v'shalom. Okay? Et c'est ce que dit les chachamim, ils disent lotechonen, la Torah elle dit lotechonen, et Rachid dit bamakom lotiten lahem chanaya. Ne leur donne pas des droits, ne leur donne pas des habitations en ton sein. Ne leur donne pas la même force qu'il y a, que tu as, ni dans la Knesset, ni dans l'armée, ni autre part, etc. Qui ne soient pas égal à toi. Ce qu'on appelle Medina Lechol Ezrachea. Okay? Donc il y a des associations qu'on ne fait pas. La Torah nous apprend qu'il y a des associations. Okay? Alors je dis deux associations qu'il ne faut pas faire. La première association de lier des pactes, des comment on dit brit, des alliances avec des peuples qui risquent de nous influencer, qui risquent de nous dominer, qui risquent d'avoir un effet négatif sur nos enfants, en nous influençant de leur culture et de leur manière d'être. L'assimilation. C'est l'assimilation, ça c'est dit. De deux, même en Israël, quand tu vois des juifs, comme dans ce gouvernement-là, okay, quand tu vois des juifs qui essaient de faire cette même association et donner des pouvoirs aux Arabes jusqu'à que celui qui dirige la Knesset, le Rochevroj de la Knesset, il fait descendre des Juifs de l'endroit où il parle et de leur donner cette force-là. Alors il arrive ce qui passe au Negev, qui lève la tête contre le Ham Israël. Regardez ce qui se passe au Negev avec les Bédouins ou autre part, ou à Akko, ou à Yafo, etc. Parce qu'on leur donne les mêmes droits que nous, et doucement, doucement, ils arrivent à avoir des pouvoirs et nous dominer, chas v'shalom, etc. Donc il faut faire très attention. Mais il y a des associations qu'il faut faire. Et les associations qu'il ne faut pas faire, comme on l'a vu dans la Torah, et quand les exemples que j'ai dit, il ne faut pas les faire ces associations, et ça n'empêche pas d'aimer tout le monde. Mais il y a des associations qu'il faut faire. Et malheureusement, les associations des fois qu'il faut faire, ils sont plus durs que les associations qu'il ne faut pas faire. Alors que je vais m'expliquer. On sait que le secret de la Géoula, c'est l'unité. L'unité entre les courants, entre les rabbanim, entre le peuple d'Israël, etc. Chacun peut être habillé autrement, mais aller dans un combat commun. Aller ensemble dans le combat. Discuter ensemble. Regardez ce gouvernement qui s'est lié aux forces du mal. Ils ont accepté chacun de céder de leur manière de penser. De laisser leur manière de penser de côté pour se coaliser entre eux et d'être une force ensemble pour déraciner le judaïsme. Un des maîtres de la Torah m'a dit, regarde, de ça nous aussi on doit en prendre. C'est vrai que dans les courants juifs, etc., et des fois même entre les rabbanim, il n'y a pas les mêmes perceptions de vie, etc. Il y a quelques changements, etc. Mais si eux, ils peuvent céder quelque chose de leur pensée pour se lier, nous, à plus forte raison, que la base, elle est la même déjà. Une fois, on a demandé, je vais expliquer c'est quoi, et je finirai par cela, c'est quoi la base, elle est la même. Une fois, on a demandé à un grand rave, un grand maître de la Torah, et il a dit, on lui a demandé de dire la différence entre les courants. Le courant chassidi, le courant orthodoxe, le courant sioniste religieux, tous les courants du judaïsme, Nachman, Chabad, tous les courants du judaïsme, quelle est la différence entre eux? Les élèves, ils étaient contents, demain le Rav, il va dire que de quoi on est meilleur que les autres. Et le Rav, il rentre, c'est un très très grand sadique, le Rav, il rentre et il dit, avant de parler de ce qui est changeant, je vais parler de ce qui est commun. Et tout le coup, une grande partie du cours, c'est ce qui est commun. On a le même Dieu, la même Torah, le même peuple, la même terre. C'est commun. Alors qu'est-ce qui nous empêche de travailler main dans la main et de s'unir et de faire des accords, même jusqu'à des accords politiques ensemble, en commun, des accords de Torah, aller dans la même... Chacun peut rester dans son courant, dans ses écoles, dans ses associations, mais travailler ensemble. Et surtout ne pas rentrer dans des marloquettes, dans des divisions qui ne servent à rien, qui affaiblissent le camp de la Torah et de la nation. Et ça, c'est un des maîtres de la Torah. Il disait maintenant qu'il y a ce gouvernement mauvais qui veut déraciner.
qui veut nous déraciner le judaïsme. Alors à nous maintenant, pas seulement de pleurer, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé, mais de tirer les conséquences. Et Moraï Rabotai, je finis par ça, la conséquence, l'examen de conscience le plus grand qu'on doit faire maintenant, c'est que la redoute. On doit travailler entre nous. Et il y a quelques jours, j'ai dit que le peuple il a un grand rôle dans la redoute. Parce que des fois, le peuple il dit, bon, viens, on va laisser les rabbinim s'arranger entre eux, se réunir entre eux. Okay? Une fois, on a demandé à un maître, il y a quelques jours, j'entendais une émission, je dis, pourquoi vous les rabbinim, vous ne travaillez pas assez ensemble? Et on voit des fois même des marmoquettes entre vous, etc. Alors, il dit, tu as raison, c'est le secret de la Géoula, mais c'est très dur de réunir tous ensemble. On sait que notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu, a tout fait pour mettre sur la même table tous les tzadikim ensemble et de travailler sur la même table ensemble dans un autre... Alors c'est vrai que c'est difficile. Alors si c'est difficile pour les rabbinim, peut-être les rabbinim attendent le peuple. Le peuple doit se soulever et dire, se soulever entre guillemets, et dire, Rabotai, nous on veut des rabbinim qui parlent du bien de tous les rabbinim, qui sont en accord avec tous les rabbinim, qui sont main dans la main, qui travaillent ensemble avec tous les rabbinim. Si ça doit venir du peuple, alors que ça vient du peuple. Chacun a sa communauté. Okay? Rav, c'est important pour moi que tu invites un Rav Chabad, un Rav Nachman, un Rav orthodoxe. Alors, je veux qu'il y ait tout le monde. Je veux entendre tout le monde, montrer qu'il y a une ardoute. Et pas chacun bloqué dans sa conception de vie et se fermer dans ses conceptions et pas ouvrir à l'autre. Alors si c'est vrai ce que je dis pour les Chachamim d'Eretz Israël, que Baruch Hashem, on a beaucoup avancé vers les Géoula, et Baruch Hashem, ils s'unissent de plus en plus, grâce à Dieu, on voit que tout le monde travaille doucement ensemble, mais il nous manque encore quelque chose dans l'unité. Alors à plus forte raison, c'est vrai pour que Chutz La'aretz. Chutz La'aretz, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a une association avec tous les rabbinim? On dirait qu'il y a des cours de chassidoute ou de religieux, etc., qui sont dans une vie communautaire séparée d'Eretz Israël. Moraï Rabotai, si le secret de la Géoula est l'unité, le secret de l'unité est que tout le judaïsme du monde entier rejoigne les camps d'Eretz Israël. Et là, on travaille ensemble pour accueillir Melech HaMashiach, et qu'on voit de nos yeux, Aïn Be'aïn, et Ru B'shuv Hashem et Shevat Zion, dans de nos yeux la construction de Beth Amikdash. Amen, amen, shalom et kula. J'ai une question. Oui. Une petite question, on y va. Avec plaisir. Parce que ça a un rapport avec la hardoute. Oui. On connaît ces histoires dans beaucoup de synagogues où ils ont chacun leur minag, des prières. Ouais. Est-ce que ça a un rapport? Est-ce qu'on a le droit de dire à une personne, par exemple, le Yom Shishi, Erev Shabbat, le Chadodi, nous on fait, on se tourne, Ouais. toute la prière. Il y en a beaucoup qui sont assis, il y en a qui sont, ils restent droit. Est-ce qu'on a le droit de dire aux gens, s'il vous plaît, respectez le minag de la synagogue, de se retourner, parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de faire autrement que la synagogue, ou justement pour la hardoute, ne rien dire. Non, il faut dire pour la hardoute. Non, parce que dans les deux cas, est-ce que c'est pour pas blesser la personne? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a une halakha qui dit l'autre il godedou, l'autre asso agudot. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on doit montrer une unité ensemble, etc. Quand tout le monde se met à une direction, on a l'habitude, pendant les Chadodit, dans notre synagogue, par exemple, comme le minag du Hari Akadosh, de se mettre vers l'ouest. Et lui, il n'a pas d'habitude. Il reste vers l'est, etc. À quoi ça paraît? C'est pas beau. Tout le monde se met. Ça veut dire quoi? Que tu es plus intelligent que tout le Kahal. Et tu es plus intelligent que le Rav. Tu vas à l'encontre du minag de l'endroit. C'est pas beau. C'est pas beau. À quoi ça paraît? Tu te parais que tu es extérieur au Kahal. Il y a des halachot comme ça. Des gens dans le Shulchan Aruch. Des gens qui paraissent être à l'extérieur de la communauté. C'est pas beau ces choses-là. Alors maintenant, est-ce qu'il faut lui dire ou il ne faut pas lui dire? Il faut peut-être lui dire. Mais si on sait qu'en lui disant, on perd plus qu'on gagne, Ouais. ça veut dire, si on sait que c'est quelqu'un que, en anglais on dit mchenef, alors si on va lui dire quelque chose, il va... Ouais. On ne va pas faire d'histoire dans la synagogue. Mais on va lui dire, on est par là, on peut faire un signe.
il n'a pas compris, ne te contradis pas toi, et ne va pas plus loin que cela. Parce que la personne qui a fait la remarque, elle risque d'être contrariée et de ne pas dire les Chadoudi avec Simcha, et d'accueillir Shabbat avec Simcha. Ken, tu as dit ce que tu as à dire. Ken. Donc on peut dire. Oui, mais délicatement. Donc Tisha B'Av et Tisha Ouais, délicatement. Moi, j'annonce par exemple à Tisha B'Av, j'annonce, je le dis, qu'on met les tfilim le matin dans notre communauté selon les prescriptions du Ari Akadosh. Alors voilà, bon maintenant, ils font autrement. Il faut dire délicatement les choses, qu'ils comprennent. Mais si ça risque de faire une histoire, se taire vaut mieux que tout, Bezat Hashem, et en espérant qu'ils comprendront. Mais surtout ne pas lui dire de sortir de la synagogue, surtout ne pas faire une histoire devant tout le monde, etc. Et si le Rav il a l'occasion d'avoir une discussion avec lui et lui expliquer que on respecte ta halakha, dans ta synagogue, fais tout ce que tu as, les halakhot que tu veux. Mais là, tu es dans une synagogue qu'on fait autrement. Tu parais extérieur à nous. Et une règle, très grande règle, pour que la tfila soit acceptée, que tout le monde prie ensemble et que la tfila monte ensemble. Et là, tu parais extérieur de nous. C'est dommage. Okay? Que Dieu nous donne le sroud d'être tous ensemble en unité parfaite. Shabbat shalom les Merci beaucoup, Rav. Shalom, shalom. Shabbat shalom.